Est-il temps de tout révéler maintenant? Oui, c'est cela. De quoi parlez-vous? C'est le secret dont nous parlions avant de partir? Tout à fait. Tu ne penses pas que tu n'es qu'un bagage supplémentaire dans notre vie, c'est pourquoi nous avons décidé de nous débarrasser des bagages inutiles. Quoi? Je ne comprends pas vraiment. Attends un peu. Prenez soin de vous. Surmontez les obstacles et vivez bien. Après avoir jeté le sac par la fenêtre, la voiture de mes parents est partie. Je suis né avec un handicap et je me déplace en fauteuil roulant. Incapable de faire quoi que ce soit, je ne pouvais qu'attendre ma grand-mère, que je devais rencontrer ici. 2 heures se sont écoulées, tandis que la nuit tombait, je tremblais de peur. Environ 30 minutes plus tard, une voiture est apparue. Mira, tu es seule? Je n'ai pas eu de nouvelles de Michel sur ce qui s'est passé. Grand-mère, en voyant ma grand-mère sortir de la voiture, je me suis sentie soulagée et les larmes ont coulé. En me voyant pleurer soudainement, ma grand-mère a été un peu secouée, mais elle m'a aidé à monter dans la voiture et a décidé d'aller chez mes grands-parents. Dans la voiture, j'ai expliqué la situation à ma grand-mère autant que possible. Quelle chose à dire! Pourquoi ont-ils dit une chose pareille? Ils ont dit que je n'étais qu'un bagage supplémentaire dans la vie. Qu'il est temps de se débarrasser des bagages inutiles. Ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes arrivés chez mes grands-parents, j'ai expliqué la situation à mon grand-père. Bien sûr, mon grand-père était furieux. Ma grand-mère aussi. Cependant, dès que j'ai abordé un sujet précis, leur colère s'est apaisée et leurs expressions sont rapidement redevenues normales. Mes grands-parents se sont regardés et ont commencé à chuchoter doucement. Mira n'est pas du tout une nuisance. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Je me demande où se trouve le vrai problème. Voulez-vous nous aider à leur révéler la vérité? En voyant le sourire confiant de ma grand-mère, je me suis sentie rassurée. Je n'avais pas encore entendu ce que nous allions commencer, mais j'ai décidé d'aider ma grande mère. Je m'appelle Mira. Je suis une élève de collège, née avec un handicap qui m'empêche de marcher et je me déplace toujours en fauteuil roulant. Je souffre d'une maladie neurologique qui empêche les signaux nerveux d'atteindre mes jambes. En vivant dans un fauteuil roulant, je suis confrontée chaque jour à de nombreux défis. Une simple marche de 4 pouces que mes amis enjambent facilement est un obstacle majeur pour moi. C'est pourquoi j'ai tendance à éviter de sortir. Ce n'est pas parce que j'ai des expériences désagréables à l'extérieur, mais simplement parce que ma maison est trop confortable. Comment cela se passe-t-il? C'est plus facile à manipuler que les portes précédentes, n'est-ce pas? Oui, merci. Aujourd'hui, presque toutes les portes de la maison sont des portes coulissantes. Ouvrir et fermer les portes peut s'avérer difficile lorsqu'on se déplace en fauteuil roulant. D'ailleurs, les mains courantes de la salle de bain sont également assez vieilles. Nous devrons peut-être les remplacer bientôt. Satisfaite de la nouvelle porte, je me suis amusée à la faire coulisser d'avant en arrière. À côté de moi, mon père rangeait des outils éparpillés sur le sol. Il est constructeur et a rendu notre maison plus accessible. Il a installé des portes coulissantes, des sols plats et des interrupteurs électriques faciles à actionner depuis un fauteuil roulant. En conséquence, la maison est devenue si confortable que j'hésite à sortir. Et si quelque chose te préoccupe, n'hésite pas à me le dire. Mon père m'encourage toujours, mais il a son propre travail et il est difficile de lui en demander trop. C'est pourquoi je ne lui ai jamais demandé expressément de faire quelque chose pour moi. Comme je ne dis rien. Mon père entreprend souvent seul des travaux d'amélioration de la maison. Et chaque fois qu'il termine, il me dit de parler s'il y a un inconvénient, ce qui me fait sentir sa gentillesse à chaque fois. Cependant, même s'il me réprimande souvent, je ne demande jamais à mon père de faire des travaux. C'est en partie parce que je ne veux pas le déranger, et aussi parce que ma mère me dit que les difficultés financières sont dues au fait que tu as besoin d'un fauteuil roulant et que je ne peux pas travailler. N'insistez donc pas pour obtenir ce que vous voulez. Et ma mère répète souvent que nous sommes pauvres. J'en ai pris conscience pour la première fois lorsque j'étais en première année d'école primaire, frappée par la fermeté avec laquelle ma mère s'exprimait.
Bien que mon père travaille sur des projets de construction, je comprends aussi que les portes ne sont pas gratuites. De plus, les rénovations qu'il effectue à la maison ne lui rapportent rien. J'ai pris conscience de cette réalité dès les premières années de l'école primaire et j'ai commencé à m'abstenir de demander des travaux à mon père. Malgré cela, les rénovations que mon père a poussées ont fait de notre maison un espace très confortable pour moi. Le fait que ma mère me parle franchement de notre état de pauvreté fait peut-être aussi partie de sa façon de s'assurer que je grandirai sans dépendre des autres. Je croyais que mes parents m'aimaient. Mais je me suis rendu compte que cette croyance était due au fait que j'étais encore jeune et que je ne comprenais rien. À partir des grandes classes de l'école primaire, j'ai commencé à comprendre, petit à petit, les intentions de mes parents. J'y pensais que j'étais aimée, mais il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. Je vais charger ce bagage ici, alors s'il vous plaît, occupez-vous-en. Après avoir fait des achats au centre commercial, ma mère les a mis dans le coffre pendant que mon père m'aidait à monter dans la voiture. Pour mes parents, je n'étais qu'un bagage comme un autre, au même titre que les courses ou les nécessités quotidiennes. Assise dans la voiture, je n'aimais pas regarder mes jambes et je tournais mon regard vers l'extérieur. Je ne voulais pas être traitée comme un bagage, mais je ne pouvais pas discuter parce que je causais toujours des problèmes. À la maison, mes parents me traitent comme une nuisance. Pourquoi es-tu dans le couloir? Tu es dans le passage, c'est trop étroit ici. J'essayais juste d'aller aux toilettes. Mauvais timing. Je te dis toujours de vérifier où nous sommes et d'agir pour ne pas nous déranger. Je suis désolée. Chaque fois que vous bougez, vous nous gênez. Je te dis toujours de rester tranquillement dans le coin du salon. Tu es un bagage tellement encombrant qu'un carton immobile serait plus facile à manipuler. Malgré mon envie d'aller aux toilettes, je me suis retrouvée coincée dans le salon par ma mère. Obligée d'attendre d'aller aux toilettes pour éviter d'être à nouveau traitée de bagage encombrant, j'ai décidé de me distraire en me concentrant sur une émission de télévision qui ne m'intéressait même pas. Tout comprendre n'est pas toujours une bonne chose. Lorsque j'ai atteint les classes supérieures de l'école primaire, j'ai commencé à voir les vrais sentiments de mes parents. À cet âge, leurs paroles froides étaient trop difficiles à supporter. Chaque fois que mes parents me traitaient comme un bagage, cela me faisait mal. Mais en tant qu'écolier, je ne pouvais pas vivre sans l'aide de mes parents. Petit à petit, j'ai commencé à évaluer l'humeur de mes parents et j'ai essayé de les gêner le moins possible. Tu ne vas nulle part aujourd'hui? Oui, je vais regarder la télévision à la maison. C'est un soulagement. J'ai regardé mes parents partir faire des courses depuis l'embrasure de la porte. Ils reviennent généralement à l'heure où le feuilleton du soir se termine. Et ne voulant pas être considéré comme une gêne, j'ai commencé à éviter de sortir avec mes parents et je suis restée plus souvent à la maison. Lorsque je décidais de ne pas les accompagner, mes parents affichaient un sourire radieux. En voyant leur sourire, je me sentais utile et je souriais à mon tour. Avec le recul, je me rends compte que mon état d'esprit à l'époque était assez déformé. Pour moi, la priorité absolue était de ne pas déranger. Et je croyais à tort que les sourires de mes parents étaient le résultat de mes efforts. J'étais satisfaite de mes efforts. Mais en 6e année, un petit incident s'est produit qui a semblé tout défaire. Tu utilises aussi un fauteuil roulant à la maison, Mira? Oui, je l'utilise. Mais tu sais, mon père a fait en sorte que la maison soit confortable pour un fauteuil roulant, alors je n'ai pas besoin de l'aide de tout le monde comme à l'école. Je n'ai aucun problème à rester seule à la maison. Au fil des années, j'ai changé de classe à l'école primaire. Certains enfants ne s'intéressaient pas à mon fauteuil roulant, mais pendant les pauses, de plus en plus de gens ont commencé à se rassembler autour de moi. C'est devenu une nouvelle routine après le changement de classe, et je m'y étais déjà habituée. À ce moment-là, il semble que j'ai dit quelque chose de déplacé à un ami. Mon ami a expliqué à un enseignant comment je gérais le fait d'être seule à la maison, ce qui a conduit l'enseignant à téléphoner à notre domicile. Si un élève de 6e année ne peut pas gérer le fait de rester seul à la maison, pourquoi l'école devrait-elle s'en mêler? Tout à fait. Pourquoi avez-vous parlé de rester seul? Ça a causé des problèmes.
Je suis désolé. Il semble qu'un professeur ait averti mes parents qu'il est dangereux pour un enfant de rester seul à la maison tard le soir. Par conséquent, je n'ai plus été autorisée à rester seule à la maison, devenant une fois de plus un fardeau pour mes parents. Cependant, pour éviter que je reste seule à la maison, ma mère m'a donné une nouvelle directive. Je devais participer à un programme de service de jour après l'école. Qu'est-ce que c'est ? Ma mère m'a montré une brochure de l'établissement. On y voyait des photos d'enfants de mon âge en train d'étudier ou de bricoler. Le service de jour après l'école semble être un établissement qui fournit des compétences essentielles pour la vie et des opportunités d'interaction sociale. En d'autres termes, il s'agit d'une version d'un programme de garde d'enfants ou d'un service de jour pour les personnes âgées, mais adapté aux personnes handicapées. Honnêtement, c'est cher et c'est un fardeau de vous y envoyer. Mais tant que tu utiliseras un fauteuil roulant, ton père et moi ne pourrons pas te soutenir indéfiniment. C'est pourquoi je veux que tu te fasses des amis là-bas, que tu t'impliques dans la vie des autres et que tu reçoives une formation qui te permettra de vivre de manière autonome dans la société. Si j'avais été dans les petites classes de l'école primaire, j'aurais pu penser que ma mère me témoignait de l'amour. Mais maintenant que je suis en 6e, je peux comprendre le sens sous-jacent de ces paroles. Elle ne voulait probablement pas me garder à la maison, car j'étais un fardeau. D'accord, j'irai au centre après l'école et les week-ends. Merci de votre compréhension. Cela nous aide beaucoup. Les enfants comprennent et réfléchissent plus profondément que les adultes ne le réalisent souvent. J'ai fait semblant de ne pas remarquer la véritable raison de la décision de ma mère et j'ai continué à agir comme si je n'étais pas au courant. Ma mère ne s'est pas rendu compte que j'agissais ainsi et a cru que ses paroles me rendaient heureuse. En voyant ma mère sourire, j'ai ressenti une joie que je n'aurais probablement pas dû ressentir. 1 an après que j'ai commencé à fréquenter l'établissement, mes parents semblaient plus souvent de meilleure humeur. Comme je passais moins de temps à la maison, j'étais devenu moins pesant pour eux, ce qui rendait leur vie apparemment plus confortable. Quelle qu'en soit la raison, je commençais à me sentir bien dans cette situation, car mes parents me traitaient moins comme un fardeau. Cependant, un jour, ma mère m'a dit à l'improviste que tu n'avais plus besoin d'aller au centre de soins. C'est vrai ? Tu es déjà un collégien et rester seul à la maison ne devrait pas être un problème. Cela faisait déjà 1 an que je fréquentais l'établissement, où je m'étais fait des amis. J'ai commencé à y aller à contre-séance sur ordre de ma mère, mais comme j'étais souvent traitée comme une nuisance à la maison, l'établissement était devenu un lieu important pour moi. J'aimerais continuer à y aller, si possible. D'accord, je n'irai plus au centre. Mais je ne pouvais pas défier ma mère, alors j'ai accepté à contre-séance. Comme je n'allais plus au centre, j'ai fini par passer plus de temps à la maison. Rester dans le coin de la pièce, parce que vous gênez. Je me sentais de plus en plus traitée comme une nuisance à la maison. Je souhaitais parfois retourner dans l'établissement. J'ai décidé de demander subtilement à ma mère si je pouvais y retourner. J'ai pris l'habitude d'étudier dans l'établissement et je n'arrive pas à me concentrer à la maison. Un lieu d'étude n'est-il pas le même partout ? Je me demande ce que font mes amis de l'établissement aujourd'hui. Pourquoi ne pas les contacter ? Vous avez échangé vos coordonnées, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez appeler l'établissement et demander. D'après la réaction de ma mère, il semblait qu'elle n'envisageait pas de me laisser retourner au centre. De manière inhabituelle, j'ai exprimé mon mécontentement face à sa réponse. Quelques mois plus tard, ma mère a semblé remarquer mon visage maussade et a soudain fait une suggestion agréable. Mira, pourquoi ne sortirais-tu pas avec ton père et moi aujourd'hui ? C'est vrai ? Où allons-nous ? C'est une surprise pour l'arrivée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de l'événement le plus heureux de mes 13 années d'existence. Dans la voiture, on a posé sur mes genoux un sac lourd rempli de quelque chose. Qu'y a-t-il là-dedans ? Oh, pas question de l'ouvrir pour l'instant. Cela fait partie du plaisir quand nous arrivons. Je suis désolée. Je ne l'ouvrirai pas pour que vous puissiez vous détendre. À un moment où j'ai essayé d'ouvrir le sac, mon père, qui conduisait, s'est soudainement retourné et m'a arrêté bruyamment. Surpris par la voix forte de mon père, je me suis rapidement excusé. Alors que la voiture se mettait en route, j'ai regardé avec enthousiasme le paysage par la fenêtre.
en me demandant où nous allions. Après environ 1 heure de route, j'ai réalisé que nous nous dirigions vers la maison de mes grands-parents maternels. Nous ne voyions mes grands-parents qu'une fois par an, et notre dernière visite remontait à environ 3 ans. Et la route menant à la maison de mes grands-parents traversait une montagne, et il y avait une aire de repos avec un grand parking, où un petit magasin était installé le long de la route de montagne. Fatigué par la conduite, mon père a décidé de s'arrêter sur l'aire de repos et m'a fait descendre de la voiture. Pendant que j'achetais du jus de fruits au magasin, mes parents semblaient discuter de quelque chose. Maman vient d'avoir une affaire urgente, et il semble que nous soyons en retard. C'est embêtant. Je voulais rentrer tôt. On va chez grand-mère, c'est ça? On se retrouve ici. Oh, Mira, tu es déjà rentrée. Ne me fais pas peur comme ça. Lorsque je me suis adressée à mes parents, ils ont momentanément affiché une expression de surprise, mais ont rapidement repris un visage sérieux et ont dit quelque chose de choquant. Est-il temps de tout révéler maintenant? Oui, c'est bien cela. De quoi parlez-vous? C'est le secret dont vous parliez avant notre départ? Tout à fait. Tu ne penses pas que tu n'es qu'un bagage supplémentaire dans nos vies? C'est pourquoi nous avons décidé qu'il était temps d'éliminer les bagages inutiles. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu dis? Attendez un peu. Alors que j'essayais encore de comprendre la situation, mes parents sont retournés à la voiture et sont partis, me laissant derrière eux. Incroyablement, j'ai couru après la voiture qui s'éloignait, mais en vain. Cependant, mes cris de panique ont semblé les atteindre car la voiture s'est arrêtée un peu plus loin. Soulagée, j'ai ralenti mon approche, mais alors que je me rapprochais, ma mère s'est penchée par la fenêtre et m'a lancé un dernier adieu. Prends soin de toi. Surmontez vos défis et vivez bien, a-t-elle dit en jetant le sac par la fenêtre et la voiture est partie. Laissée seule dans les montagnes, j'étais trop choquée pour bouger pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, réalisant que rester immobile ne servirait à rien, je me suis dirigée vers le sac que ma mère avait jeté. Je l'ai ramassé et j'ai regardé à l'intérieur, je l'ai trouvé rempli de vêtements avec une enveloppe posée sur le dessus. L'enveloppe contenait probablement une lettre, mais à ce moment-là, je n'avais pas la force de lire un message de mes parents. En regardant l'horloge de l'aire de repos, j'ai réalisé que c'était déjà le soir et que le crépuscule était sur le point de s'installer. Je voulais appeler à l'aide, mais mon smartphone était resté dans la voiture. Finalement, j'ai décidé d'attendre devant le distributeur automatique, en espérant que ma grand-mère viendrait. 2 heures ont passé. Et tandis que la nuit tombait autour de moi, je tremblais de peur. Les bruits des buissons, peut-être causés par le vent, provoquaient des vagues d'angoisse indescriptibles. À ce moment-là, la seule présence réconfortante était la lumière du distributeur automatique. 30 minutes se sont encore écoulées lorsqu'une voiture s'est arrêtée sur le parking. Mira, tu es seule? Je n'ai pas eu de nouvelles de Michel sur ce qui s'est passé. Grand-mère. En voyant ma grand-mère sortir de la voiture, j'ai été submergée de soulagement et les larmes ont coulé à flots. Voyant que je pleurais soudainement, ma grand-mère, bien qu'un peu secouée, m'a gentiment aidé à monter dans la voiture et a décidé de se rendre chez elle. Pendant que nous roulions vers la maison de mes grands-parents, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé. On dirait que papa et maman ont décidé de ne plus m'élever. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisser un enfant dans les montagnes, est-ce qu'une chose aussi terrible peut vraiment arriver? J'avais réagi de la même manière que ma grand-mère lorsque mes parents m'avaient abandonnée pour la première fois. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Quelle chose à dire. Pourquoi ont-ils dit une chose pareille? Ils ont dit que je n'étais qu'un bagage supplémentaire dans la vie. Qu'il est temps de se débarrasser des bagages inutiles. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Il y avait une lettre. Je n'ai pas encore eu le courage de la lire, alors j'ai tendu l'enveloppe à ma grand-mère. Elle a immédiatement garé la voiture sur le côté et a commencé à lire la lettre. Que dit-elle? C'est écrit très poliment qu'ils ne peuvent pas se permettre de t'élever pour des raisons financières et qu'ils nous demandent si nous pourrions nous occuper de toi pour un petit moment. Et la lettre disait que Louis était en voyage d'affaires aujourd'hui et que Michel devait l'accompagner, alors il voulait que nous nous occupions de toi pendant 3 jours.
Mais il semble qu'ils aient en fait prévu de vous laisser ici bien plus longtemps. Où as-tu trouvé la lettre, dans le sac? Je vois. Ils ne voulaient pas être interrogés? Alors ils espéraient que vous trouveriez la lettre en arrivant chez nous. C'est pourquoi ils se sont arrangés pour qu'elle apparaisse après s'être occupée de Mira. Les suppositions de ma grand-mère semblaient tout à fait correctes, tout comme celles de sa fille. Elle comprend très bien ma mère. Après être arrivée chez mes grands-parents, ma grand-mère a tout expliqué à mon grand-père. En l'entendant, mon grand-père est devenu furieux et a dit « C'est terrible. Mira, tu ne devras jamais retourner là-bas. Tu vas rester ici pour toujours. Je ne te renverrai jamais chez eux. » En voyant la colère de mon grand-père, j'ai senti qu'il s'agissait d'une véritable affection. C'était tout à fait différent du sentiment que j'éprouvais lorsque je pensais être aimée par mes parents. J'avais toujours essayé de ne pas être un fardeau pour mes parents, mais je réalisais maintenant à quel point c'était faux. J'avais l'impression qu'une malédiction de mes parents avait été levée. Et la journée a été épuisante, car il s'est passé beaucoup de choses. Une fois arrivée chez mes grands-parents, je me suis endormie sans même avoir dîné. Le lendemain soir, un peu plus calme, j'ai parlé à mes grands-parents de ma vie avec mes parents. Ce n'était pas la première fois hier qu'on me traitait de bagage. Pourquoi ont-ils dit une chose aussi terrible? Vraiment, ils t'ont dit de t'asseoir tranquillement dans un coin? À quoi pensaient-ils? Chaque fois que je parlais des actions de mes parents, les visages de mes grands-parents devenaient rapidement rouges de colère. Mon grand-père a frappé la table avec colère, renversant le thé. J'ai ressenti une étrange joie à l'idée que mes grands-parents partagent ma colère contre mes parents. C'était différent des sentiments que j'éprouvais à l'égard de mes parents, et j'ai pensé que c'était quelque chose que je pouvais accepter en toute sécurité. Cependant, lorsque j'ai mentionné un certain fait, leur colère a disparu instantanément et leurs expressions se sont calmées. J'ai été vraiment choquée lorsqu'ils m'ont dit de ne pas retourner au centre parce que j'y étais allée pendant une année entière. 1 an dans ce centre. Oui, c'était comme un programme après l'école. Je comprends, mais tous les jours pendant 1 an. Oui, j'y allais presque tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas. En entendant cela, mes grands-parents se sont regardés et ont commencé à chuchoter. Il semblait qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas dans mon histoire. Ils ont expliqué les choses d'une manière qu'un collégien comme moi pouvait comprendre. Après avoir entendu leurs explications, je ne pouvais plus considérer mes parents comme des parents. Ce que mes parents appelaient des bagages signifiait que je n'étais qu'un accessoire gênant. Mira, tu n'es pas du tout une nuisance. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Je me demande où se trouve la véritable nuisance. Allez-vous nous aider à leur révéler la vérité? Le sourire confiant de ma grand-mère m'a réconforté. Je n'avais pas encore entendu les détails du plan, mais j'avais déjà décidé de coopérer avec ma grand-mère. Cela faisait 3 semaines que j'avais emménagé chez mes grands-parents et je m'habituais peu à peu à la vie ici. Aujourd'hui, mes grands-parents avaient pris leur journée de travail et nous prenions le thé ensemble dans un cadre détendu. Alors que je savourais la chaleur du thé, me demandant si cette vie paisible allait continuer, une voix forte a soudain retenti depuis la porte d'entrée. La voix s'est progressivement approchée du salon où nous nous trouvions. « Eh, tu es là, qu'est-ce que tu as fait ?» Mes parents ont fait irruption dans le salon où nous étions assis et ont commencé à crier de colère. Ils étaient tellement furieux qu'ils avaient du mal à trouver les mots justes. Leur visage était un mélange de colère et de panique. À la limite de la folie. Mes grands-parents et moi avons bien compris leur état, et nous avons continué à siroter calmement notre thé sans être dérangés. Cependant, la colère de ma mère s'est intensifiée et elle nous a grondé encore plus fort qu'avant. Cette situation va nous causer de sérieux problèmes. Que allez-vous faire? Ne faites pas de bruit. Nous vous entendons même sans les cris. Mes parents ont été déconcertés car ils ne s'attendaient pas à ce que je leur dise de se taire et ils m'ont regardé, les yeux écarquillés de surprise. Maintenant, libéré du contrôle de mes parents, j'étais en mesure de dire ouvertement ce que je pensais, ce qui contrastait fortement avec ce que j'étais lorsque je vivais avec eux. Grand-mère, quelle est la situation actuelle avec papa et maman? Vos actions ont causé des problèmes.
Nous avons reçu un appel du bureau municipal nous demandant si Mira vivait toujours avec nous. Le mensonge a été révélé immédiatement. Rien de particulier n'a été dit au téléphone à ce moment-là, mais cela va certainement devenir un problème. Ce sera un problème, en effet. Il est probable qu'une enquête sur les prestations frauduleuses soit en cours. C'est quelque chose qui finira par se savoir, même sans que nous fassions quoi que ce soit. Pourquoi es-tu au courant des prestations frauduleuses, maman? Bien que je comprenne que les prestations frauduleuses constituent un problème, la gravité de la question n'était pas tout à fait claire pour un collégien comme moi. Mes parents transpiraient, des perles de sueur perlant sur leur front, bien qu'il ne fasse pas particulièrement chaud. Louis était déjà venu nous emprunter de l'argent parce que son travail ne marchait pas bien. Tu te souviens, tu as dit que tu ne voulais pas travailler et que tu voulais continuer à être une femme au foyer, alors nous lui avons dit de trouver un emploi et nous l'avons renvoyé. Oui. Je me souviens de ce qui s'est passé. J'ai toujours pensé que ma mère disait que nous étions pauvres pour m'empêcher d'être gâtée ou de demander trop. Mais il semble qu'ils étaient vraiment dans une situation financière difficile. Ma grand-mère avait discerné que mes parents se livraient à une sorte de mauvaise conduite. Pourquoi avez-vous continué à envoyer Mira au centre tous les jours si vous étiez à court d'argent? Ce centre coûte plus de $10 par visite, n'est-ce pas? Oui, nous avions des difficultés financières, c'est pourquoi nous avons continué à envoyer Mira dans ce centre pour l'aider à développer ses compétences sociales. Mais dites la vérité. N'essayez-vous pas simplement de vous faciliter la vie en envoyant Mira dans cet établissement? Vous avez arrêté au bout d'1 an pour des raisons financières, n'est-ce pas? Oui, nous avons manqué de fonds et nous n'avons pas pu continuer avec le centre. Cela pose-t-il un problème? Oui, il y a un problème. Même après que Mira a cessé de fréquenter l'établissement, vous avez continué à prétendre qu'elle y allait pour recevoir des prestations d'invalidité, n'est-ce pas? La remarque de ma grand-mère était tout à fait pertinente. Ma mère a essayé de répliquer, mais n'a pas trouvé les mots justes. Les frais de l'établissement que j'ai fréquenté s'élevaient à un peu plus de $10 par visite, comme l'a dit grand-mère. Ce coût est censé être couvert en grande partie par la subvention, qui est à la charge des usagers. Mes parents avaient reçu ces fonds de manière frauduleuse en mentant sur ma fréquentation de l'établissement. Sachant que vous pouviez continuer à recevoir des allocations d'invalidité même si Mira ne fréquentait pas l'établissement, vous avez probablement pensé qu'il n'était pas nécessaire de la garder à la maison. Comme vous pouviez obtenir l'argent sans l'envoyer au centre, vous l'avez laissé avec nous. Vous épargnant ainsi des ennuis tout en continuant à percevoir l'argent. C'est typique de vous de toujours choisir la solution de facilité. C'est pourquoi vous avez incité le bureau à enquêter sur nous. Pas directement, non, je suis juste allée au bureau local et j'ai signalé que Mira, qui est censée vivre avec ses parents, est en fait ici avec nous. Ils ont vérifié si mes parents recevaient des allocations qu'ils ne devraient pas recevoir. C'est la raison pour laquelle vous avez été contacté, parce que notre bureau local a communiqué correctement avec le bureau de votre région. Comment pouvez-vous lire dans mes pensées aussi facilement? Depuis combien de temps pensez-vous que je suis mère? Une vraie mère peut lire dans les pensées de son enfant. Ce n'est pas étonnant que tu sois perplexe, tu n'as pas agi comme une vraie mère, donc tu ne peux pas comprendre les sentiments de Mira. En entendant les paroles de ma grand-mère, j'ai réalisé que c'était à cela que ressemblait la vraie parentalité. Ma mère, bouleversée par les paroles de grand-mère, s'est effondrée sur place. Mon père était encore debout, mais grand-père lui faisait face. Vous êtes tous les deux habillés de façon très chic aujourd'hui. Michel porte un sac de luxe et Louis, cette montre est également très belle. Les avez-vous achetés avec l'argent des prestations frauduleuses? Non, j'ai acheté ça avec mon propre argent. Oh, n'étiez-vous pas pauvre avant les allocations frauduleuses? Si vous aviez de l'argent pour des vêtements coûteux, vous pouviez vous les offrir. Vous n'utilisiez certainement pas les allocations d'invalidité et de pension alimentaire de Mira comme argent de poche. En fait, j'ai acheté cette montre récemment et j'ai eu du mal à me payer les vêtements. Les faibles excuses étaient claires, même pour le collégien que je suis. Grand-père me regarde et sourit, décidant de me laisser porter le coup de grâce. Papa, tu as plusieurs vêtements avec le même logo, n'est-ce pas? Et pas seulement des vêtements,
Tu as aussi beaucoup de baskets très chères. Et maman, ton armoire est pleine de vêtements, n'est-ce pas? Incapable de répondre, papa a fini par s'effondrer, tout comme maman. J'avais cru que maman avait dit que nous étions pauvres dans le cadre de mon éducation, mais en réalité, il s'offrait du luxe, contrairement à ce qu'il disait. Mes parents avaient souvent fait des folies pour des choses qu'ils voulaient. Je me souviens d'avoir piqué une colère, enfant, parce que je n'avais pas pu obtenir un jouet que je voulais. Cet incident a incité ma mère à commencer à dire que nous étions pauvres. Je n'ai donc jamais douté qu'il s'agissait d'une forme d'éducation destinée à freiner mon égoïsme et ma dépendance. Cependant, en réalité, mes parents ne faisaient qu'utiliser pour eux-mêmes les avantages qu'ils recevaient grâce à mon existence. D'une certaine manière, c'est ma présence qui assurait la subsistance de notre foyer. Le véritable fardeau, c'étaient mes parents eux-mêmes. Tout était de notre faute. Mira, je suis vraiment désolée. À partir de maintenant, j'agirai vraiment comme une mère, alors rentrons ensemble à la maison. Ma mère s'est excusée auprès de moi, les larmes aux yeux, semblant avoir changé d'avis. Si c'était l'ancienne moi, j'aurais pu être trompée et croire ces paroles. Vous pensez donc que si nous allons ensemble au bureau et que nous témoignons que nous vivons ensemble sans problème, l'enquête pourrait être arrêtée et nous pourrions être sauvés par ce dernier espoir. Comment peux-tu avoir des connaissances aussi solides que celles d'un collégien? Je pensais que tu obéirais comme d'habitude. En fait, je n'avais pas beaucoup réfléchi de mon côté. C'est grâce à l'avertissement de grand-mère. Sache que tes parents pourraient essayer de te reprendre sous un prétexte quelconque. Surtout s'ils te demandent de les accompagner au bureau. Il y a peut-être un plan derrière tout ça. J'ai déjà dit tout ce qu'il fallait au bureau, alors je ne vois plus aucune raison de t'accompagner. Même si on me le demande, je m'en tiendrai au fait et ne changerai pas mon histoire. Aidez-nous. Si vous nous accompagnez, il y a peut-être un moyen de nous sauver. Tu vas vraiment abandonner tes parents? Vous êtes sans cœur. Ça suffit. Vous demandez à Mira de vous aider avec vos revendications frauduleuses. Après avoir laissé Mira dans les montagnes, vous ne cherchez de l'aide que lorsque vous êtes en difficulté. N'est-ce pas trop audacieux? Mes grands-parents étaient furieux contre mes parents et ont essayé de les chasser de la maison. Mais mes parents étaient jeunes et ne se laissaient pas faire par mes grands-parents âgés. En fauteuil roulant, je ne pouvais pas aider physiquement mes grands-parents, alors je les ai soutenus d'un regard froid. Remarquant mon regard, mes parents se sont soudain calmés et ont quitté la maison de mes grands-parents. Après le départ de mes grands-parents et moi avons dégusté une tasse de thé fraîchement préparée et avons repris notre week-end paisible. Finalement, mes parents ont été arrêtés pour avoir perçu frauduleusement des allocations. Une enquête plus approfondie a également révélé qu'ils avaient abusé des subventions. Mon père avait rénové notre maison afin de la rendre plus accessible pour moi, et la plupart de ces coûts étaient censés être couverts par des subventions, jusqu'à 2/3. On a découvert qu'il avait gonflé les coûts réels des projets de construction par l'intermédiaire de son entreprise de construction et qu'il avait utilisé les subventions supplémentaires pour ses dépenses personnelles. J'avais cru que mon père s'appliquait à améliorer notre maison. Mais il s'est avéré qu'il ne faisait que gagner de l'argent supplémentaire. Le montant total de l'argent obtenu frauduleusement s'élève à environ $50 000. Et la perception frauduleuse de prestations est considérée comme une fraude, et on m'a dit que le fait de ne pas rembourser cet argent pouvait donner lieu à des poursuites pénales. Bien que j'ai du mal à comprendre l'ampleur de cette somme, elle représente un montant important pour mes parents qui ont des difficultés financières. Ils ont réussi à réunir l'argent et à le rembourser, mais il s'agissait d'un emprunt, et ils doivent donc encore une somme importante. Bien que l'argent ait été remboursé, le crime demeure. Ils ont évité la prison mais ont été mis à l'épreuve, ce qui signifie qu'il y a toujours un risque d'incarcération à l'avenir. Je pensais que seules les personnes en prison étaient appelées des criminels, mais depuis qu'ils ont reçu un verdict de culpabilité, ma grand-mère m'a expliqué que mes parents sont officiellement reconnus comme des criminels. Désormais reconnus comme criminels, ils ne peuvent plus espérer de crédibilité sociale, ce qui a conduit mon père à devoir cesser l'exploitation de son entreprise de construction. Depuis lors, mes parents ont cherché du travail,
Mais les stigmates de la criminalité pèsent lourd et ils n'ont pas réussi à trouver un emploi stable. Ils parviennent actuellement à joindre les deux bouts grâce à un travail journalier tout en s'efforçant de rembourser leurs dettes. Je suis officiellement devenue une famille avec mes grands-parents et j'ai commencé à vivre avec eux. Il semble que l'on ait veillé à ce que les allocations et les bourses que je reçois ne finissent pas entre les mains de mes parents. Bien que je ne comprenne pas les détails financiers, je suis vraiment reconnaissante de pouvoir vivre avec mes grands-parents, qui sont chaleureux et attentionnés. J'ai également commencé à m'adapter à ma nouvelle école et j'ai désormais l'intention de suivre ma propre voie sans me soucier de mes parents.